Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Jean-Pierre Bel présente à François Fillon le résultat des élections au Sénat comme un vote sanction de la politique gouvernementale en direction des territoires. Mais le Premier ministre rejette l'idée d'un moratoire de la réforme engagée. Par ailleurs, les sénateurs communistes dénoncent un premier faux pas avec l'arrivée de l'UMP Philippe Marini à la tête de la Commission des Finances. François Hollande semble conforté à l'issue du troisième débat. Martine Aubry perd encore du terrain selon un sondage Opinionway pour Le Figaro. L'UMP se laisse séduire par la procédure des primaires avec en toile de fond la rivalité. Fillon-Copé, invité du 19h dans quelques instants. Philippe Meyer pour sa nouvelle galerie de portraits acérés, sanguine, où l'on retrouve d'ailleurs tous les noms que je viens de citer. La revendication identitaire explose parmi la population musulmane de banlieue et traduit un rejet de la société française. Débat à suivre sur un rapport très commenté avec Claude Dillin, Philippe Dallier, sénateur maire PS et UMP de Seine-Saint-Denis. Avec nous également tout à l'heure, Hassen Chalgoumi, imam de la mosquée de Drancy. Des hommages dignes d'un chef d'État, de Barack Obama à Nicolas Sarkozy, à l'instant Bill Clinton, de Martine Aubry à François Fillon, hommage planétaire au génie visionnaire de Steve Jobs. Les Apple Store ont vu converger des milliers d'anonymes dès l'annonce de la mort à 56 ans du dirigeant qui, c'est vrai, a fait entrer la technologie dans nos vies. Faustine Saint-Geniès. Enfant prodige de la Silicon Valley, visionnaire, l'histoire de Steve Jobs est celle d'un homme adulé mais aussi redouté. Un ingénieur brillant qui a créé une machine marketing régie par des règles implacables. Pouvoir absolu, discipline de fer et surtout culte du secret. Quitte à intimider salariés et fournisseurs pour garantir une confidentialité totale. À l'arrivée, des joyaux high-tech qui ont révolutionné la communication. L'iPod, l'iPhone, l'iPad sont les éblouissantes réussites de cet inventeur de génie. Steve Jobs a aussi commis quelques erreurs stratégiques, comme lorsqu'il convainc John Sculley, le patron de PepsiCo, de venir diriger Apple. Ce dernier le remercie 2 ans plus tard. Autre faux pas, le choix de ses sous-traitants chinois épinglés pour leurs conditions de travail indignes après une vague de suicides en 2010. Une découverte qui avait terni l'image de la marque à la pomme. Avec le décès de son fondateur et l'accueil mitigé de l'iPhone 4S, certains redoutent que, sans son chef d'orchestre, Apple ne devienne qu'une marque ordinaire. Chaque sénateur a désormais sa place dans l'hémicycle. Il l'a trouvé aujourd'hui. Il a trouvé également son fauteuil. Je vous rappelle qu'il y a 3 tailles selon la corpulence. La rituelle photo de la nouvelle Assemblée a donc été prise aujourd'hui. Jean-Pierre Bel a été reçu par François Fillon. 45 minutes d'entretien à Matignon. Le président du Sénat a demandé au Premier ministre de tirer les leçons de ce qu'il a donc qualifié de vote sanction de la politique en direction des territoires. Je demandais au Premier ministre de revenir sur la réforme territoriale. En ce qui concerne l'intercommunalité, il allait donner des directives pour que la date butoir qui avait été dans un premier temps indiquée du 30 décembre soit revue. Naturellement, n'a pas pour l'instant accédé à la demande plus générale que je lui faisais. Au sujet de l'élection aujourd'hui de l'UMP, Philippe Marini à la tête de la prestigieuse commission des finances, Jean-Pierre Bel a mis en avant l'accord politique. La question des hommes n'est pas la question essentielle, estime-t-il. Elle l'est pourtant pour beaucoup parmi les sénateurs du PS comme du PCF. Les communistes voient ainsi dans l'élection de Philippe Marini un premier faux pas et ils expriment par ailleurs leur frustration. Sandra Cerquera. Au sein de la nouvelle majorité, le groupe communiste se sent un peu à l'étroit, un peu frustré de voir les Verts prendre de plus en plus de place. Car ils ont beaucoup obtenu, la création d'une commission du développement durable, la création d'un groupe et la présidence d'une commission. Beaucoup trop aux yeux de la chef de file des sénateurs communistes. Je ne marchande pas pour avoir plus que ce que je représente. Le PS apparemment veut absolument faire plaisir aux Verts. Ça, c'est des grands enjeux politiques, probablement, qui dépassent largement le Sénat. Vous savez bien qu'il y a des présidentielles bientôt. Les communistes déplorent d'avoir obtenu autant que les Verts, de ne présider qu'une commission, alors qu'ils sont 2 fois plus nombreux. Jean-Vincent Placé, qui a mené les négociations avec les socialistes, ne voit là rien d'illégitime, bien au contraire.
Nous sommes à toutes les élections la deuxième force politique de gauche. L'idée écologiste a très fortement progressé, les idées que nous portons sont de plus en plus populaires. Enfin, nous en sommes extrêmement heureux. Dès le règlement intérieur du Sénat modifié, il sera alors président du groupe écologiste, ses 10 collègues au Sénat ayant voté pour lui à l'unanimité. Le virage de l'UMP sur la question des primaires, finalement pas une si mauvaise idée, mais un processus moderne, a dit François Fillon. Les nouveaux convertis se multiplient sur fond de rivalité. Fillon-Copé pour 2017. Paul Bouffard. Visibilité, audimat record, devant le succès, François Fillon n'a pas hésité à tirer un coup de chapeau au scrutin socialiste. Je pense que c'est un processus moderne qui convient à droite comme à gauche. Ainsi, le Premier ministre prend de court son propre camp et Jean-François Copé. Le secrétaire général de l'UMP raille cette nouvelle mode. Les propos du Premier ministre au lendemain des débats socialistes, au moment où la cote de popularité de Nicolas Sarkozy est au plus bas, renforcent l'idée de recours que voudrait incarner François Fillon. Mais Paris est également dans le viseur de Matignon. En 2014, une primaire à droite au municipal pourrait bien le placer sur le devant de la scène. À droite, l'idée de primaire fait donc son chemin. Le sénateur François-Noël Buffet y est favorable, avec un seul bémol. Si on veut que ces primaires aient un sens et une vraie portée, il faut éviter que pèse sur elles le soupçon du fichage ou de la manipulation. Selon le Premier ministre, ce mode d'investiture fait déjà partie des statuts de l'UMP. Invité du 19h, Philippe Meyer, bonsoir. Vous êtes l'auteur de Sanguine, croquis politique, en fait 12 portraits très creusés, j'ai pu le constater, et puis fidèle à vous-même, acéré des politiques, dont les principaux acteurs de la primaire socialiste, mais aussi donc justement Fillon et Copé. Alors est-ce que ce sera la compétition d'après 2012? On verra, ils sont déjà dans une forme de compétition. Je lis à propos de Fillon ce que vous écrivez, l'un qui habite son quant à soi, l'autre qui est habité dès sa naissance par l'ambition suprême. Copé. Oui, on a l'impression que Copé est né en criant « je veux être président », tandis que François Fillon, on ne sait pas. Il a ce côté absolument rentré qui fait qu'au fond, quand on écrit un portrait de François Fillon, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'aspérité. Et il faut trouver quelque chose, et finalement, on voit que quand même, c'est quelqu'un qui a une constance. Alors vous dites que Copé donc, a eu une sorte d'apparition, mais l'apparition de Copé, c'est lui-même. Oui, absolument. Copé a vu Copé lui apparaître, et Copé a dit à Copé « tu seras président, Copé ». Alors, parmi les postulants à la primaire socialiste, vous croquez Martine Aubry, François Hollande, Arnaud Montebourg. Oui. J'ai l'impression que vous avez senti le potentiel de ce dernier, parce qu'il grimpe dans les sondages depuis les débats. C'est-à-dire, Montebourg est un personnage. Et il est certain qu'il a ce sens de la caméra, ce sens de la télévision. Ouais. Malheureusement, c'est ça, si vous voulez, pour moi, qui a été la ligne de partage dans ces portraits. Il y a des gens qui font de la politique. La politique, c'est un métier difficile, c'est un métier pénible, c'est un métier ingrat. Il faut répéter 100 fois la même chose à des gens à qui il faut faire croire qu'il n'y a rien de plus important que de les convaincre, eux. Ça, c'est la première catégorie. Alors, et les autres? Les autres, c'est ceux qui ont décidé que finalement, tout ça était trop fatigant pour eux, qu'ils n'avaient qu'à le sous-traiter à des spécialistes qu'on appelle les communicateurs, les communicants ou ce que vous voudrez. Bon, alors vous réglez justement leur compte à ces communicants. D'ailleurs, à propos de Montebourg, je vois vous l'appelez le turlupin de Medialand. Oui, parce que justement, il est toujours à turlupiner quelque part les journalistes, les caméras, les télévisions, et je dois dire avec un certain succès. Oui. Bon, alors je vous le disais, il monte en flèche quand même dans les sondages. Vous dites vous le traitez de camelot du mois qui creuse sa tombe avec sa langue. Oui, je me suis peut-être trompé sur la langue, sur la tombe, pardon, pas sur la langue. Mais je reste quand même persuadé que c'est ce qu'on appelait, quand j'étais à l'école, un beau masque. C'est-à-dire que derrière, si on regarde toutes les convictions successives qu'il a pu avoir, tous les leaders successifs qu'il a suivis, je ne suis pas très sûr que ça donne le sentiment de quelqu'un qui soit ancré et qui puisse constituer une référence. Alors, Philippe, mais après vous avoir lu, moi j'écoute désormais Martine Aubry différemment. Parce que vous la traitez de menteuse, enfin plus précisément de menteresse. Oui.
Oui, parce que j'ai cherché un mot qui définisse cette capacité particulière à Martine Aubry, qui est de dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais de le croire immédiatement et de vous en vouloir, voire même de vous passer... C'est de tous les politiques, hein. J'ai l'impression. Non, expliquez-nous. Que les politiques puissent quelquefois, comme d'ailleurs nous tous dans tous les métiers et dans la vie privée, s'arranger avec la vérité, bon, ça fait partie de la vie. Mais qu'ils croient quelque chose de faux qu'ils viennent de dire, et on l'a vu très récemment, on l'a vu à propos de l'histoire de l'âge de la retraite, quand Martine Aubry est allée à la fête de l'humanité, où elle s'est fait prendre à partie, comme on pouvait s'y attendre, par un certain nombre de gens qui sont plus à gauche qu'elle, sur cette question de l'âge de la retraite, en disant, mais vous aviez dit que 65 ans c'était un bon âge, 62 ans c'était un bon... Moi, jamais, je ne l'ai jamais dit. Il y a 250 vidéos dans lesquelles elle l'a dit, mais ça ne fait rien. Elle est persuadée qu'elle ne l'a pas dit. Et ça, c'est quelque chose... Cela dit, c'est un point, elle ne partage pas avec tous les hommes politiques pour la raison que j'ai dite, mais elle le partage, me semble-t-il, avec Nicolas Sarkozy. Si vous voulez, quand Nicolas Sarkozy dit « je vais aller à la pierre qui vire » et qu'on le retrouve dans le jacuzzi de M. Bolloré, je pense que dans sa tête, c'est comme s'il l'avait fait. Il a cru que c'était bien et... finalement... Vous dites qu'il raconte des cracks, mais à lui-même aussi. Oui, je pense. Oui. Je pense. Alors, donc, ce sont des portraits qui sont faits, bien sûr, de votre propre analyse de ces personnages de la vie politique, mais pas seulement. C'est assez documenté. Par exemple, à propos de Martine Aubry, j'ai vu vous citer ses sourcés. Oui. Il y a des camarades de haut vol, il y a 2 secrétaires nationaux, enfin, ils sont anonymes dans votre livre, mais tous disent, effectivement, et confirment le rapport de Martine Aubry au mensonge. Oui, ils appellent ça, l'un d'entre eux appelle ça son espace de tergiversation personnelle. J'ai trouvé ça formidable. Mais si vous voulez... Moi, ce qui m'a importé dans ces portraits, c'est qu'ils soient précisément, comme vous venez de le dire, documentés. C'est-à-dire, je crois à cette phrase formidable d'un moraliste anglais du XVIIIe siècle, Samuel Johnson, qui disait « Les gens n'ont pas besoin qu'on leur fasse la leçon. Ils ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire. » Et donc, j'ai mangé en effet de la documentation pendant longtemps, aidé par 3 étudiants de Sciences Po qui ont été très vaillants et que j'ai nourri de charcuterie avéronaise. Et à partir de ça, je crois qu'en effet, on peut présenter un croquis qui soit personnel, mais qui permette aux gens de s'informer, c'est-à-dire j'espère que c'est un travail dans lequel le journalisme n'a pas à rougir. Il a sa place. En tous les cas, à propos de François Hollande, qu'on voit quand même plein d'assurance en ce moment, vous dites, vous le définissez surtout à travers ses amis. Oui, parce que ça m'a impressionné. Je ne le connaissais pas personnellement, je l'avais croisé comme tout le monde, mais je n'avais pas eu de contact direct avec lui, donc j'ai commencé à travailler sur de la documentation, ce qu'on appelle de la viande froide. Et 2 choses m'ont frappé il y a longtemps, donc, puisque ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à écrire ce livre. La première, ça a été le caractère ingrat des sujets qu'il avait décidé d'aborder pour commencer sa campagne à la candidature. Et notamment le problème fiscal. Je dois dire que moi, qui étais très très mauvais en finances publiques quand j'étais en droit, j'ai dû me remettre à la fiscalité à cause de François Hollande, mais je ne lui en veux pas parce que ça m'a donné de lui l'impression d'un type sérieux. Et puis après, je me suis aperçu d'une chose qui le distingue en effet dans le milieu politique, où on a des copains, des associés, une bande, etc. Il a des amis. Il a depuis l'ENA, pas tous d'ailleurs des énarques, il a des amis qui sont vraiment autour de lui une sorte de constellation, si je puis dire, et dans lesquels il y a quand même des gens qui m'impressionnent sensiblement. Je pense à Jean-Pierre Mignard, qui d'ailleurs est aussi un ami de Ségolène Royal, c'est un ami du couple, qui est un avocat qui, je dirais, se comporte dans la vie publique comme ses principes privés le conduisent à le faire. Qui Jean-Pierre Jouyet, qui Michel Sapin, qui est pas non plus... Michel Sapin n'est pas l'homme le plus médiatique des amis de Hollande, mais c'est un homme dont tout le monde sait que quand il prend un dossier, il le traite sérieusement, et puis quelques autres. Ça m'a frappé. Sur les absents du livre, ce sont ceux qui trouvent grâce à vos yeux. François Bayrou, par exemple. Non, François Bayrou, j'avais fait un portrait de lui dans le précédent livre de portraits, qui était un portrait personnel. C'était un moment où il était moins connu qu'aujourd'hui. J'avais pas grand-chose à rajouter. Quand je me suis mis à travailler sur François Bayrou, je me suis aperçu que j'allais parler essentiellement de ceux qu'il avait lâchés. Parce que quand même, ça m'a beaucoup impressionné de voir des gens... Lui, il a perdu ses amis, oui. Oui, mais en même temps, c'était pas des amis. Il y a une phrase de Shakespeare qui dit très bien, qui dit « Celui qui n'est plus votre ami ne l'a jamais été ». Mais moi, j'ai vu des gens, le mardi, m'expliquer que François Bayrou, c'était une sorte de dieu vivant, et le mercredi, aller dire que c'était un moins que rien. Mais j'allais pas faire raconter ça. D'accord. En tout cas, vous aimez fustiger le discours dominant, on parle beaucoup de primaire, on en parle maintenant pour l'UMP, pour plus tard. Tout le monde dit, c'est le bel exercice de démocratie.
de Mounir Soussi en Seine-Saint-Denis. Les mois laissent place à l'incompréhension chez les conseillers d'orientation. Leurs représentants syndicaux contestent les conclusions de l'étude de l'Institut Montaigne. Ces professionnels refusent d'être des boucs émissaires. Le conseiller d'orientation psychologue, lui, il n'a pas de pouvoir sur la décision d'orientation. Ce sont les inspections académiques et les rectorats qui sont en fait à la manœuvre pour affecter les élèves en fonction de l'offre et de la demande. Et bien entendu, il y a énormément de ressentiment. Malgré les critiques lancées contre la profession, ces femmes ne comptent pas baisser les bras. Près de 4500 personnes exercent ce métier à travers toute la France. Et même dans les zones les plus difficiles, elles affirment ne pas ressentir de rejet de la part des jeunes. Dans notre travail au quotidien, on n'a pas ce reflet-là. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils viennent vers nous. C'est-à-dire que après on peut aller en chercher aussi, mais on n'a pas ce retour de conseiller d'orientation.